On vient de parler un peu des pays émergents, pas que, mais on vient de parler un peu des pays émergents. Et selon moi, c'est un des grands thèmes qui est très important à communiquer en ce moment parce qu'il faut changer de regard sur les pays émergents. Je crois d'ailleurs que la frontière entre pays émergents et pays développés est vraiment de plus en plus floue. Et donc j'ai invité quelqu'un qui va venir nous parler de ce qui se passe dans ces pays du point de vue des entreprises étrangères et du point de vue des entreprises locales. Juste vous montrer le genre de choses qui se passent dans les pays émergents. Ça, c'est en Chine. C'est quand on construit un immeuble de 30 étages en 15 jours. Donc c'est des nouveaux process de fabrication et donc voilà, ça répond à un problème parce qu'il faut urbaniser là-bas, il y a tous les gens qui bougent dans les villes et donc on trouve ce genre de solutions et c'est certainement des façons de travailler, des façons de créer des buildings qui vont venir chez nous bientôt. Pour parler d'innovation dans les pays émergents, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Marc Laperouse. Ça va ? Marc Laperouse, qui est donc chercheur à l'EPFL et à l'UNIL, et enseignant, bien sûr, spécialiste des pays émergents et avec plusieurs dizaines de voyages en Chine à son actif. Et chaque année, d'ailleurs, je crois que vous emmenez des étudiants en Chine à la découverte de ce qui se passe là-bas, donc autant au niveau des acteurs locaux que des acteurs étrangers. On va parler d'innovation dans les pays émergents, et donc il y a eu vraiment 4 phases dont on va parler aujourd'hui. L'idée, effectivement, c'était de se dire, ben voilà, on a 20 minutes, on va faire un bref retour sur le temps, regarder les 20 dernières années, ce qui s'est passé. Et pour relayer un peu ce que Alizé a raconté jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est tous les exemples qu'on a vus dans la première partie, c'était principalement des exemples quelque part du Nord. Alors qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer au Sud. Et en fait, cette notion on va dire, d'eurocentrisme ou d'Amérique du Nord centrisme me dérange un petit peu parce que, vu ces vides institutionnels qu'on a dans les marchés émergents, il y a des besoins qui, en fait, sont en train d'émerger, qui étaient peut-être même déjà depuis très très longtemps, et les entreprises locales sont en train d'y répondre, de même que les multinationales. Donc, ce que je vous propose de faire dans les 20 minutes qui viennent, ou les 19 minutes qui suivent, c'est effectivement de faire un bref retour, une avancée comme ça sur les différentes phases. Sur ces différentes phases. D'abord, les copieurs. Voilà, alors effectivement, quand on pense marché émergent et innovation, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire ouais, ils ne sont pas capables d'innover, ils font que de la copie. Et après, rapidement, on s'est rendu compte, à partir des années 2000, qu'on commençait à avoir de l'innovation locale. En même temps, les multinationales commençaient à faire de l'innovation frugale. Tout ça, évidemment, ça a lieu en parallèle. On commence à avoir aussi un certain nombre d'innovations qui ont été faites spécifiquement pour les marchés émergents, qui sont en train de revenir dans les marchés émergés. Et puis, là, cette dernière phrase, qui, à mon avis, est celle qui commence à venir, c'est dans les marchés émergés, on est en train de commencer à copier ce qui se fait dans les marchés émergents. Et donc, c'est un peu le... Donc 4 phases, et la première, c'est cette phase qu'on a tous connue, c'est la phase un peu copieur. Les pays émergents qui copient en fait les produits des pays plus riches. Effectivement, si vous allez dans n'importe quel aéroport en Chine ou en Inde, surtout en Chine pour le chocolat, vous allez retrouver des produits vraiment ce qu'on appelle du copycat de base. Donc vous avez du faux Omega, du faux Adidas. Et on commence... Adidas, hein. Adidas. Et Omega. Voilà. Et voilà. La marque aux 4 bandes. Voilà, Foom et Dolce et Banana. En fait, ce qui est intéressant, si on reste sur Dolce et Banana, et ça relie peut-être un peu avec ce que Lyft veut faire, en fait, la copie en Chine, c'est au-delà de la copie, maintenant, c'est déjà de la parodie. Et il y a même un terme en chinois qui est shanzhai, qui à la fois joue sur cette notion copycat, mais aussi on va rajouter quelque chose. Cela dit, ça nous fait aussi réfléchir un peu à ce que c'est que la copie et ce que c'est que l'innovation par rapport à la copie. Si on pense typiquement à Bach et à Glenn Gould, on voit que quelque part, il peut y avoir une œuvre de base et quelque part, on peut l'améliorer ou l'interpréter à sa manière. Alors, ce qui est intéressant avec toute cette innovation, c'est qu'au début, ça se faisait sur des produits de base, des t-shirts, typiquement des boissons, et gentiment, les produits ont commencé à se sophistiquer parce qu'un certain nombre de technologies qui ont permis, typiquement la modularisation de la production, permet de faire des faux téléphones portables. Là, c'est un Nokia. On a aussi des faux clubs de golf. Pour l'instant, dans les années 90, la plupart de ces produits étaient pour les marchés émergents. Mais dès le moment où la Chine est devenue l'usine de production du monde, on a délocalisé une partie de la production. Ces produits ont commencé à revenir vers nous, vers les marchés du Nord, on va dire. Et là, vous avez des faux clubs de golf qui, du reste, ont posé un certain nombre de problèmes parce qu'au moment où on faisait le swing, le club partait, se divisait en deux. Donc relativement dangereux, un vrai problème, la contrefaçon. Du reste, c'est quelque chose de très très sérieux. On a de la contrefaçon sur les clubs
club de golf, mais aussi sur des produits médicaux. Ouais. Voilà. Si on avance un petit peu, toujours dans les années 90, on a Louis Vuitton qui a perdu un procès en Chine parce qu'à l'époque, la propriété intellectuelle, on ne pouvait pas déposer un logo. Langrun, si vous voyez, hein, le logo, il n'est pas très différent, et Louis Vuitton n'a pas été capable de faire respecter sa propriété intellectuelle sur le logo. Et on va dire de plus en plus complexe. Vous avez à gauche la voiture Chevy. Est-ce qu'on la voit? Non. Elle est là. Oui, alors on a un problème sur les slides. En effet, on devrait avoir... On a donc, ce slide-là, c'est tout bon pour les slides. Un certain nombre de joint ventures qui ont fait que durant la journée, le partenaire du joint venture faisait la voiture pour la firme américaine, et la nuit, les ingénieurs copiaient en fait le design, et c'est donc le partenaire de Chevrolet qui arrivait avec un produit vraiment extrêmement semblable. Juste avant 2008, on a encore progressé un petit peu plus. On avait les Jeux Olympiques, et Li Ning, qui est un des athlètes chinois très connu, a lancé une marque d'habits de sport et même de magasins de sport. Alors vous voyez qu'au niveau du logo, on n'est pas très loin de Nike, et au niveau du slogan, on n'est pas très loin de Adidas. Hein. Donc on inverse juste un certain nombre de choses. Donc ça, on va dire, c'est cette partie contrefaçon années 90 et qui continue aujourd'hui. La deuxième étape, c'est le problème qu'avaient en fait les multinationales dans les marchés émergents, c'est qu'elles avaient des produits très haut de gamme et qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour acheter ces produits. Les acteurs locaux étaient au bas de la pyramide, pour simplifier, et les acteurs globaux étaient en haut. Tout d'un coup, les deux ont voulu un petit peu changer, acquérir de nouveaux marchés. Et là, ce qu'on a commencé à avoir, c'est typiquement de l'innovation locale et de l'innovation frugale. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de son. Ok, alors c'est un Indien qui, lui, a essayé de résoudre son problème de traverser de la rade à sa manière. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est une innovation qui évidemment est très difficile à répliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, aujourd'hui, il y a une organisation qui s'appelle Honeybee Network, qui est là en fait pour recenser toutes ces innovations qui se font au niveau local. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a ce potentiel, on a toutes ces innovations qui répondent à nos besoins en Inde. Maintenant, il y a des scouts qui font le tour de l'Inde constamment et qui disent, voilà, est-ce qu'il y a une innovation qui est, est-ce qu'on arrive à la répliquer, et deux, est-ce qu'elle peut monter en échelle, donc est-ce qu'elle est scalable, d'accord? Et donc ça, vraiment, ce sont des exemples, de nouveau, au niveau, là, on est au niveau quasiment du produit, du consommateur, ou du service. Ce qui est intéressant aussi à cette époque, c'est qu'on a une deuxième phase, c'est que cette innovation, elle a aussi lieu au niveau, on va dire, du B2B. C'est-à-dire qu'on a des produits au niveau industriel. Là, vous avez un exemple, typiquement dans l'imagerie médicale, une entreprise chinoise qui faisait de l'aérospatial et qui a décidé de se lancer dans tout ce qui est de l'imagerie médicale et qui a réussi à amener sur le marché un produit qui coûte 3 à 4 fois moins cher que l'imagerie médicale offerte par Siemens, General Electric ou Philips. Toujours dans la même veine, on a un certain nombre d'exemples. En Chine, très rapidement, malgré la censure, j'ai peut-être envie de dire à cause de la censure, des entreprises chinoises ont commencé à émerger. Là, vous avez une entreprise qui s'appelle Tencent. La plupart des gens qui suivent le web en Chine la connaissent. Et Tencent, aujourd'hui, c'est 700 millions d'utilisateurs. Ils ont complètement innové au niveau du modèle d'affaires. Parce que ça, c'est donc un instant messaging, donc c'est un ICQ pour les plus vieux d'entre nous, un Skype, sauf qu'on paye pour l'utiliser. Voilà, ils sont partis de ICQ, ils ont fait du copycat sur ICQ, ils se sont rendus compte que typiquement le service ICQ ne correspondait pas à la demande du marché local, et ils ont amélioré le business model service et le modèle d'affaires en même temps. D'accord ? Toujours en parallèle, on continue à monter, on va dire, en complexité au niveau des innovations. Là, vous avez une image de Tianhe 1, qui est le superordinateur chinois qui a détrôné les superordinateurs américains et japonais il y a quelques années, il y a 2 ans effectivement. Et très rapidement, les Japonais et les Américains se sont dit non, ça c'est pas possible, on ne peut pas avoir les Chinois qui ont des superordinateurs qui vont plus vite que nous. La guerre continue. Le dernier classement, Tianhe 2, est de nouveau en tête. Ce qui est intéressant avec les superordinateurs chinois, c'est que à l'intérieur des racks de serveurs, là, vous avez en fait de l'Intel et puis du Nvidia. Donc vous avez quand même de la technologie américaine, de la technologie du Nord. Par contre, la valeur ajoutée des ingénieurs chinois, c'est au niveau de l'algorithmique. Et là, on commence vraiment à voir justement l'intérêt de mélanger à la fois la technologie du Nord et le savoir-faire du Sud. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la réponse de beaucoup de multinationales dans les années 2000 par rapport à ces marchés émergents, ça a été de se dire
beaucoup de gens dans ces marchés ne peuvent pas vraiment se payer nos produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement réduire la quantité qu'on met à l'intérieur de notre bouteille de coca, comme ça coûtera moins cher, et puis les gens seront capables de payer. En fait, ce que les multinationales n'avaient pas compris, c'est que c'est des ratios prix-performance qui intéressaient les consommateurs dans les marchés émergents. Et donc, ça fait peut-être maintenant 5-7 ans que les multinationales repensent fondamentalement la manière dont elles approchent ces marchés. Et là, vous avez un exemple de Gillette. Gillette, en Inde, c'était le seul marché dans lequel ils n'avaient pas 50% de part de marché. Dans tous les marchés du monde, Gillette a 50% de part de marché du rasoir. La raison, c'est qu'en Inde, il y avait un concurrent qui était capable de vendre un rasoir à 2 lames qui coûtait 10 fois moins cher que le produit qu'il vendait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont Gillette, alors pour vous rassurer, ceux qui ont des actions chez Gillette, aujourd'hui Gillette a retrouvé les 50% de part de marché en Inde. Mais comment est-ce qu'ils y sont arrivés? C'est vraiment ça qui est très très intéressant. Ils ont dû repartir de zéro, c'est-à-dire ils n'ont pas été capables. C'était pas possible de prendre le Mac 3, d'enlever les fonctionnalités, de faire un strip down des fonctionnalités du produit. Ils se sont dit, il faut qu'on reparte de zéro. Au lieu d'avoir 18 pièces qui composent le Mac 3, il n'y en a plus que 2. Hein. Ils ont aussi demandé à des ingénieurs des États-Unis d'aller développer le produit en Inde, parce que la manière dont on se rase en Inde, ce n'est pas la même manière dont on se rase en Suisse ou aux États-Unis. Et le résultat, effectivement, c'est un rasoir qui coûte 15 roupies. Alors, il est toujours 50% plus cher que le rasoir indien, mais voilà, ils ont réussi à reconquérir leur part de marché en jouant cette fois-ci sur la machine qu'ils maîtrisent bien, la machine marketing. Ils ont tout un mouvement qui s'appelle Shave India, où ils ont réussi à convaincre, en fait, ils ont joué sur... ils ont fait travailler les femmes en Inde. Ils leur ont dit, ben voilà, convainquez vos maris de vous raser. C'est plus sexy d'être non rasé que d'être rasé. Ça, c'est la force de Gillette. L'autre exemple qui est extrêmement, on va dire, connu, c'est celui de General Electric, qui ont développé pour le marché indien un électrocardiogramme. L'ECG typique dans un hôpital du Nord, il coûte 5-10 000 $. Et il pèse 15-20 kilos. Alors, quand vous êtes un médecin qui doit travailler dans les zones rurales en Inde, vous ne pouvez pas vous trimballer avec 15 kilos d'appareil qui, en plus, a besoin d'une prise électrique, etc., etc. Et donc, de nouveau, exactement comme Procter & Gamble, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont décidé de repartir à zéro. Ils ont mis à l'intérieur de cette petite machine que vous voyez toute la connaissance qu'ils avaient acquise dans leur ECG haut de gamme, on va dire. Et ils ont réussi à passer de 10 000 $ à 100 $. Le produit que vous voyez là, il coûte 100 $. Ce qui est intéressant, ça veut dire que le médecin indien peut se payer en fait cet ECG, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'ECG facturé au client est aussi bien meilleur marché. Là, un ECG, il coûte moins de 10 cents au client. Alors évidemment, ça ne remplit pas les mêmes fonctionnalités que l'ECG à 10 000 $. Par contre, cet ECG indique au médecin si oui ou non il doit passer à un hôpital où on peut faire un examen approfondi. Donc là, vous avez vraiment tous ces exemples qui commencent à émerger. Et c'est là où ça devient très très intéressant, parce que dès le moment où vous avez été capable de produire un produit avec un ratio performance-prix extrêmement intéressant, pourquoi le laisser dans les marchés émergents? Pourquoi pas le faire revenir? On a donc ce phénomène maintenant de ces produits qui commencent à revenir. Typiquement, GE a ramené ce produit aux États-Unis. Alors, pour ne pas cannibaliser leur marché avec le CG à 10 000 $ dans les hôpitaux type CHUV ou HEG, ils ont ouvert de nouveaux marchés. Typiquement, tous ces paramédics à l'intérieur des ambulances, là, vous avez un ECG de qualité qui permet en fait aux personnes à l'intérieur de l'ambulance de faire un premier diagnostic. Voilà, donc le produit va arriver sur une niche en fait. Voilà, on crée en fait un nouveau marché. On crée aussi parfois de nouvelles marques pour éviter une forme de cannibalisation. Un autre exemple, si on reste à l'intérieur du médical, c'est Medtronic qui, eux, avaient un gros problème en Inde, c'est que le nombre de médecins qui étaient capables de faire les opérations pour implanter un petit pacemaker à l'intérieur du corps, il n'y en avait qu'une centaine en Inde. Donc ça leur limitait énormément leur marché. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repensé la technologie. Leur pacemaker est devenu une petite capsule qui, au lieu de devoir être implantée par un médecin ultra spécialisé, peut être implantée maintenant par un chirurgien normal. Il y a d'autres problèmes de follow-up une fois qu'on a mis un pacemaker à l'intérieur du corps. Et là, ils travaillent avec le cloud. Et donc, il y a un suivi en fait, des patients qui se fait via wireless, qui ne se fait même pas en Europe. Donc, de nouveau, un type d'innovation spécifiquement pour un marché en Inde qui a un potentiel de revenir. L'autre exemple qu'on a commencé à voir dans nos étalages, principalement dans le sud de l'Europe, depuis la crise on va dire financière, c'est le micro-packaging,
quiconque a voyagé dans les marchés émergents sait que parce que les gens ont des problèmes de cash flow, ils ne peuvent pas se payer le litre de shampoing ou 25 biscuits à la fois, donc on fait du micro-packaging. Et là, Unilever s'est dit, ben voilà, on commence à avoir des clients dans le sud de l'Europe avec la crise financière qui ne peuvent plus forcément s'acheter 25 biscuits à la fois, et ce micro-packaging est en train de revenir. Alors que les produits coûtent plus cher. Alors qu'effectivement, in fine, le produit coûte plus cher à l'utilisateur final, mais il n'a pas le cash flow pour se permettre de s'acheter le produit entier. Donc là, on voit l'innovation des pays émergents qui remonte vers les pays dits développés, et on arrive dans la dernière phase. Alors la dernière phase, c'est celle que moi j'anticipe un petit peu, mais qu'on commence même à voir sur les marchés. C'est des produits, des services, des modèles d'affaires, des processus qu'on va en fait chercher dans ces marchés émergents. Et donc tout l'intérêt, c'est donc d'arrêter de penser ces marchés comme étant... Enfin, il faut arriver à les penser maintenant comme source d'innovation. C'est une des choses sur lesquelles, du reste, on commence à travailler dans mon groupe à l'EPFL, c'est de faire une cartographie de ces différentes innovations de modèles d'affaires dans les marchés émergents. Là, on a quelque chose qui est parti du reste de Stanford, mais qui a été développé spécifiquement pour les zones rurales. C'est pour réchauffer les prématurés. G a vu ça et s'est dit « Waouh, ça c'est génial !» on va pouvoir ramener ce produit chez nous. Donc, c'est une acquisition de connaissances dans les marchés émergents. Le deuxième exemple, bon, vous connaissez tous Yunus et Grameen Bank. Alors voilà, de nouveau, aux États-Unis, tout le monde ne roule pas sur l'or. Et donc, Grameen a ouvert une branche aux États-Unis pour faire du microcrédit aux États-Unis. Si on reste encore un petit peu dans le domaine médical, il y a aussi quelque chose de très très intéressant, et ça fait vraiment 15-20 ans que ça existe en Inde. On a toute une spécialisation qui s'est faite au niveau du monde médical. Ça a commencé avec Aravind Eye Care, donc c'est des hôpitaux qui font de l'ophtalmologie. Ils traitent entre 30 et 50 000 patients par année. Et en fait, la manière dont ils ont innové dans ce cas-là au niveau du modèle d'affaires, c'est qu'au lieu d'avoir le spécialiste qui est présent durant toutes les phases de l'opération, le médecin n'intervient que pour le geste le plus important et le plus technique. Tout ce qui se passe en amont ou en aval de l'opération, du geste le plus important, est fait par des gens qui sont moins qualifiés, ce qui permet de vraiment réduire les coûts. Et donc, ce qui est encore plus fantastique avec Aravind Eye Care, c'est qu'ils font du cross-subsidies entre les pauvres et les riches. Et donc, ils opèrent 20 à 25 000 personnes gratuitement et qui sont financées par des gens qui peuvent se permettre de faire des opérations de cataracte. Et en fait, ce modèle s'est répliqué dans d'autres domaines, typiquement dans l'oncologie, etc. etc. Et là, ils ont des résultats qui sont comparables, voire meilleurs que... Alors, dans l'oncologie, effectivement, il y a des résultats qui sont au niveau du taux de mortalité qui sont inférieurs à ce qu'on trouve aux États-Unis. Là, Narayan Hospital sont, eux, venus se mettre dans les îles Caïmans. Ils exportent ce modèle d'affaires, ce type de service à la santé, pas trop loin des États-Unis, clairement pour attirer des clients américains. On a d'autres exemples, toujours au niveau des innovations, au niveau des modèles d'affaires qui viennent, dans ce cas-là, d'Inde. Bharti Airtel, eux, se sont dit, on n'a pas le cash pour monter notre réseau télécom ex nihilo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à IBM de mettre l'argent sur la table pour tout ce qui est service IT. On va demander à Nokia, Ericsson de mettre les antennes. C'est eux qui vont payer pour ça. Et nous, on va s'occuper que de l'acquisition de clients. Et là, ça, c'est vraiment un modèle qu'on a déjà commencé à voir avec un certain nombre d'opérateurs virtuels en Occident qui fonctionnent exactement sur ce modèle. Alors, pour finir, c'est un peu mon favori du moment. Ça, c'est une petite entreprise qui s'appelle Xiaomi. Bon, Xiaomi... pour l'instant, ils n'ont que 20 millions d'utilisateurs. C'est vraiment, ce que je trouve intéressant avec Xiaomi, c'est que c'est une entreprise qui est un copycat d'une certaine manière. Le fondateur pense qu'il est le Steve Jobs de Chine. Donc quand il lance un nouveau produit, il vient sur scène, en jeans, il baratine exactement comme Steve Jobs le faisait. Par contre, la grosse différence, c'est que le téléphone, lui, est vendu à prix coûtant. Donc c'est des téléphones qui sont quasiment de la qualité des téléphones Apple. Ils coûtent à la fabrication $300. Ils les vendent $300, d'accord, alors qu'Apple, un Apple non subventionné est entre 700 à $800. Par contre, ils monétisent au niveau de la vente de services. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante. Ils considèrent que quelque part, il va se faire de l'argent non pas sur le hardware, mais sur le software, alors que c'est une entreprise de hardware. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante avec Xiaomi, c'est qu'ils font du crowdsourcing au niveau des améliorations du système d'opération. Apple, il faut Donc ils demandent à leurs clients de s'impliquer dans l'amélioration du produit
quasiment quotidiennement. Alors, c'est pas quotidiennement, c'est même hebdomadairement, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a un release de l'OS qui est fait par Xiaomi, donc c'est Android derrière, hein, mais Xiaomi va demander à ses utilisateurs quelles sont les améliorations que vous voudriez avoir. Et chaque semaine, donc, le téléphone est mis à jour. Je traduis un peu l'OS, release de l'OS. Le téléphone est mis à jour avec des nouvelles fonctionnalités, certaines ayant été demandées par les utilisateurs. Voilà. Et quand Xiaomi a un doute, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils ont Weibo, hein, c'est 400 millions d'utilisateurs, c'est un hybride entre Facebook et Twitter en Chine, et ils demandent à leurs utilisateurs de voter via les réseaux sociaux en Chine pour dire oui, on pense que ça vaut la peine d'avoir cette amélioration ou pas. Et donc c'est un modèle complètement à l'opposé d'Apple, qui est une entreprise secrète fermée. Et selon vous, c'est un modèle qui a un certain avenir. Ça ne serait pas étonnant qu'on commence à voir des sociétés américaines ou européennes qui copient ce modèle et qui commencent à faire. Quelque part, ils ont appliqué le modèle d'affaires d'Internet au hardware, à la téléphonie mobile. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Il y a certainement des gens dans la salle ce soir qui réfléchissent à cette problématique de l'innovation dans les pays émergents. Peut-être qu'ils veulent emmener leur société là-bas, peut-être qu'ils veulent aller voir ce qui se passe là-bas. Les takeaways, les grands conseils que vous pourriez donner? C'est vrai, moi j'en ai 5. La première, c'est un peu bateau, mais les pays émergents innovent. Ou en tout cas, nous, on est forcés d'innover pour ou dans les marchés émergents. Donc ça, pour moi, c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose à penser. Donc moi, c'est quelque chose, typiquement, mes étudiants, j'aimerais bien les forcer à aller dans les marchés émergents. Alors avec le soutien d'HEC et à la PFL, on en emmène quelques-uns. Mais pour moi, de facto, aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'université ou d'une haute école devrait être passé par l'Asie, l'Amérique latine, voire l'Afrique, parce qu'effectivement, c'est là que sont les marchés d'aujourd'hui et évidemment ceux de demain. La deuxième, c'est ne pas être arrogant, parce qu'on a une tendance à parler que de ce qu'on connaît, que de ce qu'il y a autour de nous, et là de se dire il faut repartir à zéro avec notre produit, avec notre service ou avec notre modèle d'affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément de peine à faire, hein. Il y a une inertie comme ça. Ça, c'est un point très important. Il faut vraiment recommencer, il ne faut pas essayer d'imposer son produit, d'enlever des fonctionnalités, de le faire moins cher. Il faut recommencer à zéro, parce que les usages peuvent être très différents, par exemple. Exactement. L'histoire du rasage, je crois, l'anecdote, c'était qu'en Inde, les gens ne se rasent pas avec de l'eau qui coule, mais avec de l'eau statique. Voilà. Et donc, si on a 4 ou 5 lames et avec des poils qui sont pris dedans, eh bien, si vous devez essayer de les enlever et vous avez 5 lames, ça multiplie en fait la difficulté à éliminer les poils de votre lame de rasoir. Mais ça, c'est uniquement si vous vous êtes rasé une fois en Inde avec de l'eau statique que vous êtes capable de le poncer. C'est pas à Genève ou aux États-Unis que vous arrivez à concevoir ces fonctionnalités, la nécessité de ces fonctionnalités. Impliquer les compétences du Sud, ça m'a l'air évident. Les ingénieurs du Sud, dans les universités du Sud sont là. Il faut arriver à les faire monter à bord. C'est pas facile, hein. Il y a une grande entreprise qui fait des ascenseurs qui a fait 600 interviews à Shanghai pour trouver des ingénieurs. Ils ont réussi à en engager un. Il est parti après 3 mois. Donc c'est vraiment très compliqué. Pourtant, il y a combien d'ingénieurs formés en Chine chaque année? C'est énorme. 700 000? Ouais, c'est 700 000. 700 000 ingénieurs formés chaque année. Après, on dit qu'il y en a peut-être que 10 000 qui sont du niveau de l'UPFL ou du MIT, mais voilà, c'est quand même des chiffres, mais c'est en train de s'améliorer. Et puis le dernier point, c'est cette notion d'innovation de façon décentralisée, et ça, c'est une difficulté. Alors la plupart des multinationales sont capables, gentiment, d'innover de façon décentralisée, mais pour ce qui est pour les PME, c'est déjà beaucoup plus difficile de se dire, on va innover à la fois pour les marchés émergés, à la fois pour les marchés émergents. C'est pas quelque chose qui est forcément compatible. Donc ça demande effectivement une complexité au niveau de l'organisation, mais j'ai envie de dire principalement au niveau du mindset. De l'état d'esprit. C'était passionnant de voir toutes ces innovations. Je vous demande d'applaudir Marc Laperouza. Merci Marc.